Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Au sommaire aujourd'hui, on va d'abord se poser la question du devoir de mémoire. Comment préserver et transmettre dès le plus jeune âge la mémoire autour de la Shoah? Quels mots employer? Et surtout, prend-on le risque de voir cette mémoire disparaître? Nos invités du jour en parleront avec un témoignage très fort. Ça sera en première partie de cette émission. On parlera ensuite orientation scolaire. Tiens, Parcoursup a ouvert le 18 janvier dernier. Et si vous avez un ado à la maison, la question qui revient beaucoup, c'est qu'est-ce qu'il va faire après le bac? Mais cette question, elle se pose finalement dès le collège, quand il faut choisir ses filières. On mettra en avant une très belle initiative qui aide les plus jeunes à s'orienter. Et puis, dans Regard d'enfant, on donnera la parole aux enfants et on parlera sous avec l'argent de poche. Combien ils touchent? Qu'est-ce qu'ils en font? Et au fait, à quoi ça sert au fond cet argent de poche? On reviendra là-dessus, mais on passe tout de suite pour commencer à notre question du jour. On continue ce grand JT de l'éducation avec notre question du jour. Comment préserver le devoir de mémoire autour de la Shoah? Comment faire en sorte de se souvenir, de ne jamais oublier pour que jamais le pire, l'horreur se reproduise? Comment aussi en parler à des publics plus jeunes, les confronter à l'horreur sans les horrifier? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres encore que nous allons répondre avec nos deux témoins du jour. D'abord vous, Lisette Jovigno, bonjour. Bonjour. Vous êtes survivante du Veldiv et vous témoignez beaucoup aujourd'hui dans les établissements scolaires auprès de publics différents pour entretenir cette mémoire et en tout cas rappeler tout ce qui s'est passé. On va revenir dans quelques instants sur votre témoignage. Merci infiniment d'être avec nous. À vos côtés, nous sommes avec vous également Alexandre Bande. Bonjour. Bonjour. Professeur agrégé d'histoire au lycée Janson de Sailly et historien. Vous êtes à la direction d'un ouvrage, La Nouvelle Histoire, en tout cas Nouvelle Histoire de la Shoah. Pourquoi Nouvelle Histoire? Pourquoi vous aviez décidé de nommer ainsi cet ouvrage? Bien, écoutez, c'est une question qu'on nous pose régulièrement depuis que l'ouvrage est sorti. Et en fait, il y avait trois axes différents qui permettent d'y répondre brièvement. La première, c'est qu'on avait associé à cette production toute une nouvelle, beaucoup de nouveaux et de jeunes historiens et historiennes qui, sur le sujet, n'avaient pas encore toujours publié ou qui étaient moins célèbres et moins connus que d'autres et qui travaillaient encore beaucoup sur le sujet. Deuxième question, c'était une approche relativement nouvelle qui permettait d'associer à la fois des éléments factuels et sur l'histoire de la Shoah et qui permettait d'associer des éléments relatifs à l'enseignement, à la mémoire, jusqu'aux enjeux contemporains tels que le conspirationnisme ou le négationnisme, donc ce qui n'avait jamais été fait dans une histoire de la Shoah qui généralement est beaucoup plus conventionnelle. Et le troisième élément, justement, nouvelle, parce que sur un certain nombre de questions, en particulier sur la question des centres de mise à mort ou sur la question du génocide des Tziganes, par exemple, qu'on a rattaché à cette histoire de la Shoah, il y a des choses qui étaient écrites qui n'avaient jamais été écrites avant. Voilà, c'est pour ça. On va revenir dans quelques instants justement sur cet aspect de la transmission, notamment via les publics scolaires. D'abord, Lisette Jovigno, c'est vrai que quand on reçoit comme vous une survivante, on a envie de connaître votre histoire, votre parcours. Et je crois qu'il y a deux éléments assez forts qui racontent cette histoire. C'est la varicelle et une famille Dupont. Comment ces deux éléments ils font écho à ce que vous avez vécu? Ben, ces deux éléments font écho à ma vie puisque ils sont essentiels. La varicelle. J'appartiens à une famille qui est venue de Pologne. Mes parents se sont connus en France dans les années 33-34. Et ils ont décidé de vivre ensemble. Mon père était veuf d'un premier mariage et il était là donc avec une fille. Mon père et ma mère se décident de former une union et je nais en 1935. Ma vie de petite fille est une vie heureuse, comme celle qu'ont les enfants de cet âge, dans une famille affectueuse et heureuse, jusqu'au moment de la guerre. Je passe rapidement l'exode, mais l'exode nous fait partir en France et c'est à cette occasion que nous rencontrons une famille paysanne dans les Deux-Sèvres qui jouera un rôle essentiel dans ma vie. Donc, nous revoilà à Paris en 40-41 jusqu'à la rafle. Et là, toute votre famille
et raflé et déporté par Alors, bus. pas tout à fait. Nous habitions dans le 18e arrondissement à Paris, dans la maison où il y avait le commissariat. Par tel ou tel moyen que j'ignore, ma famille est prévenue d'une rafle. Mon père se cache, reste ma mère, ma sœur et moi. Et au matin du 16 juillet, la police nous embarque et nous nous retrouvons au Veldiv. Là, effectivement, au bout de combien de temps exactement, je ne le sais pas. Toujours est-il qu'on décèle un état maladif en ce qui me concerne. Ma mère, sans doute, s'adresse, il devait y avoir un organisme de la Croix-Rouge qui était là. Bref, on me remet entre les mains des soignants. Et effectivement, diagnostic la varicelle et on m'envoie à l'hôpital Rothschild. Seul? Seul. Ma mère a pu prévenir sa sœur. Sa sœur aînée était arrivée en France la première et elle avait eu le temps de demander sa naturalisation française. Donc, elle n'a pas été arrêtée au moment de la rafle. Et ma mère le sait, et elle fait prévenir sa sœur de mon envoi à l'hôpital. Et à partir de là, ma tante prend la tâche de l'hôpital, et avec mon père qui s'était caché, ils parviennent tous deux à me faire sortir de l'hôpital grâce à la bienveillance d'un médecin, puisque les enfants qui allaient à l'hôpital en sortant du Veldiv devaient y retourner, ou en tout cas se retrouver à Beaune-la-Rolande ou à Pithiviers, à Beaune, où étaient parties ma mère et ma sœur. Donc, je suis sauvé. Ma tante et mon père, grâce à cette connaissance qu'il avait faite de cette famille dans les Deux-Sèvres, alerte ces gens, la famille Dupont, qui acceptent de me recueillir, et j'y suis arrivé en septembre 1942, et j'y suis resté jusqu'en 1944. 2 années. Ce que vous expliquez, c'est que cette famille ne se cachait pas, que vous étiez réfugié chez eux, mais il y avait un élément qui était déterminant, c'est qu'ils étaient respectés, donc personne ne les a jamais dénoncés. J'adore cette indication que vous faites. C'est effectivement ce dont je suis convaincu. La famille Dupont était une famille d'une telle bonté, d'une telle gentillesse, qui avait un tel cœur que personne n'a sans doute voulu leur faire du mal, personne n'a jamais eu l'idée de les dénoncer. Et j'ai passé toute la durée de ces 2 années sans qu'on ait changé mon nom, en allant à l'école, en sachant que j'étais la petite juive, et j'ai pu passer au travers des mailles du filet. Que sont devenus vos parents et votre sœur? Qu'est-ce qu'il est advenu d'eux? Alors, ma mère et ma sœur ont fait partie des convois qui sont partis de Beaune-la-Rolande pour Auschwitz. Je dois dire que j'avais ma mère avait une 3e sœur qui habitait également à Paris, ma tante Fernande Katz, avec son mari, et son fils et sa fille. Et tous les 4 ont été déportés, arrêtés et déportés aussi à Auschwitz, en partant de Beaune-la-Rolande. Et je détiens d'ailleurs une lettre que mon jeune cousin a écrite à l'une des amies de la famille, où il décrivait les conditions d'internement à Beaune-la-Rolande qui n'étaient pas gaies du tout. Et ces enfants qui étaient livrés à eux-mêmes avaient beaucoup de mal à supporter ces difficultés. Et il écrit une longue lettre à cette amie de la famille, Madame Louise. Il lui décrit ses conditions et à la fin, il lui demande « Je vous en supplie,
faites ce que vous pouvez pour nous faire sortir. Et si vous ne pouvez pas nous faire sortir tous les deux, faites sortir ma petite sœur Claire. C'était sa demande. C'était sa demande. Votre père, lui, il était normalement plutôt protégé car proche du commissariat, et en fait pas du tout. Alors mon père, effectivement, s'était caché. Il était venu rejoindre sa femme et ses enfants, mais nous étions déjà partis. Il a cru à la protection du commissaire, puisqu'on habitait dans les mêmes locaux, où souvent je me produisais pour chanter, pour amuser les agents de police. Mais au mois de janvier, le commissaire lui a dit qu'il ne retournerait pas chez lui et ils l'ont envoyé à Drancy, d'où il a été envoyé à Auschwitz et d'où il n'est pas revenu. Voilà. C'est des témoignages qui sont toujours très forts. Et cette force, Alexandre Bande, c'est ça en fait le témoignage, c'est expliquer, faire revivre, faire témoigner, se rappeler, se souvenir que l'horreur a été possible. Oui, pour nous les historiens et les enseignants, les témoins, ceux qui ont vu, qui ont vécu une période, quelle qu'elle soit, sont des sources absolument exceptionnelles, qui méritent ces sources d'être mises en contrepoint avec d'autres sources. Le témoignage avec les années qui passent, avec l'usure du temps, avec le regard qu'on porte sur tel et tel événement, il faut parfois l'interroger. Mais quand je croise et que j'entends Lisette Jovignaud, quand je croise et que j'entends Ida Grespent qui n'est plus de ce monde, ou Henri Borland qui m'a longtemps expliqué beaucoup de choses sur ce qu'il avait vécu à Auschwitz, je ressens la même chose, c'est-à-dire que je retrouve un certain nombre de trajectoires, des parallèles avec des trajectoires que je connais déjà, et en même temps des éléments tout à fait particuliers, exceptionnels, et qui viennent se superposer à ce que je sais déjà. Et je sais que pour les élèves, quand Lisette Jovignaud est venue intervenir au mois de septembre devant à peu près 300 élèves du lycée Janson de Sailly, aux côtés d'un historien, Laurent Joly, et d'autres témoins, le poids, la portée de ces paroles est essentielle, sont essentielles. Jusque dans les années 60, cette mémoire, on avait du mal à l'écouter, c'est-à-dire qu'on entendait les atrocités, les horreurs qui avaient pu arriver aux résistants, mais venant des rescapés de la Shoah, ça passait moins. Pourquoi ? Il y a plusieurs paramètres. La question de l'histoire et la transmission, l'évolution de cette histoire de la mémoire du génocide qu'on a progressivement appelé Shoah, c'est une histoire bien connue aujourd'hui. Et pour la résumer en quelques instants, ce qu'on peut dire, c'est qu'au sortir de la guerre, jusque dans les années 60, voire début des années 70, ce qui domine, c'est la mémoire de la résistance, la mémoire des anciens combattants, et qu'une des raisons essentielles pour laquelle cette mémoire a beaucoup de mal à se diffuser, c'est que les survivants revenus d'Auschwitz ou des autres centres de mise à mort étaient excessivement peu nombreux, 2500 personnes, 3000 grand maximum, qui avaient pour la plupart d'entre elles repris une vie à peu près normale, qui avaient fondé des familles pour beaucoup d'entre elles, et qui communiquaient, étaient témoignés en interne. Les mémoires dans les familles étaient connues, étaient enracinées. Il y avait des commémorations, le mémorial de la Shoah, enfin, le CDJC ouvre en 53 et le mémorial en 56 exactement. Mais par contre, une mémoire à l'échelle nationale, une mémoire transmise par l'école, une histoire mise à jour, c'est les années 70-80. Avant, il y avait une sorte de précaution. Enfin, les familles étaient très précautionneuses, hésitaient à transmettre et puis n'étaient pas toujours très audibles dans un monde où l'actualité aidant, la réconciliation franco-allemande aidant, le monde évoluait comme il évoluait. La question de la spécificité du crime de masse dont les Juifs avaient été victimes était difficile à entendre et il a fallu vraiment le tournant des années 70-80 pour que les choses se mettent vraiment à bouger, en particulier en France. Lisette Jovignaud, d'abord, comment et quand est-ce que vous avez pris conscience de toute cette horreur qui est arrivée ? C'est à la fin de la guerre, quand vous n'avez pas vu vos parents, votre famille revenir, que vous avez pris conscience, ou ça a été plus long ? Ah si, j'ai pris conscience quand je suis revenu des Deux-Sèvres. J'ai bien vu que je n'avais plus de parents et j'ai bien vu que la vie autour de moi n'était pas la même. Mais j'avais tout de même été plus ou moins préservé. J'avais quand même cette chance d'être... Je pouvais faire des comparaisons parce que ma tante, qui m'avait donc recueilli après, m'avait envoyé dans les années 45 ou 6 ou 7 passer des vacances à Andrézy. Andrézy, c'était un établissement qui était tenu par une association, le COSOR, ou quelque chose comme ça, où il y avait là les enfants
les enfants juifs dont les parents avaient été déportés et qui, eux, se trouvaient sans famille du tout. Alors que moi, j'avais encore le bénéfice de cette tante qui travaillait et qui m'envoyait à Andrézy simplement pour me permettre d'avoir quelques journées de grand air pour sortir du 18e arrondissement. Voilà. Donc là, j'avais bien conscience de la perte que j'avais. Et vous expliquez d'ailleurs, si je ne me trompe pas, que dans votre volonté de témoigner et de partager, au début, vous aviez une résistance qui vous était propre, de vous dire, en fait, j'ai pas vécu ce que les autres ont vécu, donc il y avait cette question de légitimité. Comment vous êtes sorti de ce débat interne, de savoir si vous étiez légitime ou non pour témoigner ? Mais en fait, je le situe très exactement à une rencontre que j'ai faite avec Madame Grenon, qui à l'époque était directrice du CERCIL, le musée de la Shoah à Pithiviers, à Orléans. J'ai rencontré cette personne tout à fait accidentellement et elle m'a fait venir, après cette rencontre à Orléans, à un moment où elle recevait une délégation allemande avec de jeunes collégiens ou lycéens allemands qui devaient rencontrer de jeunes Français. Et elle m'a demandé d'intervenir auprès de ces jeunes réunis. Pour la première fois, j'ai accepté de le faire. J'ai répondu aux questions, étonné que j'étais de l'accueil que recevaient mes réponses, des questions que ça suscitait. Et j'ai eu le sentiment que, bon, un, ça intéressait, et deux, que ça devenait important. Et de ce jour-là, j'ai pris conscience du rôle que je pouvais tenir, et qui a été renforcé parce que j'ai 2 petites filles, dont l'institutrice, dans une école parisienne, ayant eu connaissance de ma vie, a demandé si j'acceptais de rencontrer ses élèves, ce que j'ai fait. Et à partir de là, je suis entrée dans un cycle où je réponds aux demandes qui me sont faites beaucoup plus volontiers. Dans un des chapitres du livre, dans un des articles, il y a cette phrase qui m'a marqué. C'est bien sur le terrain de l'émotion et non de la raison que le grand public appréhende l'insingularité de la Shoah. C'est quelque chose qui n'est pas sur papier glacé, qui n'est pas une leçon qu'il faut apprendre, mais qui est quelque chose qu'il faut faire revivre d'une certaine façon ou réactualiser dans l'esprit. Comment on transmet justement cette mémoire de la Shoah ? Alors en fait, la question du rapport réseau-émotion, c'est une question qui nous taraude, nous, et sur particulier avec certains amis et collègues avec lesquels on organise de nombreux déplacements sur les lieux où ces crimes ont été commis, en particulier sur celui d'Auschwitz-Birkenau. Trouver un équilibre entre le savoir, la connaissance et l'émotion qu'on peut ou on ne peut ne pas ressentir. Et donc aujourd'hui, transmettre dans le cadre des enseignements scolaires, c'est tout à fait faisable parce qu'en CM2, en collège comme au lycée, les élèves de toutes les écoles de France et de Navarre entendent parler de l'histoire de la Shoah. Entretenir cette mémoire, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire en sorte que ce qui a été appris à l'école ne soit pas oublié. Il faut veiller à ce que les moments de commémoration comme celui que nous vivons aujourd'hui aient du sens. Il faut veiller à ce que cette histoire ne soit pas pervertie. Et donc, nous, les enseignants, notre travail, ou nous qui travaillons sur les questions mémorielles, c'est de faire en sorte qu'il y ait une relation entre histoire et mémoire en permanence et de s'accrocher à ces moments de commémoration pour donner du sens à cette histoire. Je sais que nos élèves sont soumis à des événements quotidiens, comme on le sait en ce moment, des événements dramatiques dans le reste du monde. Donc leur montrer la spécificité, la singularité de ce qui s'est passé entre 41 et 45, ce n'est pas toujours simple. Je sais que tous les collègues qui s'attachent à la tâche le font le plus sérieusement possible. Après, ce qui est certain, c'est que trouver l'équilibre entre raison et émotion n'est pas toujours simple. Notre objectif à nous en cours n'est pas de susciter des larmes ou de faire pleurer dans les chaumières, mais par contre, si par le biais du contact direct avec le survivant ou la survivante de l'événement, si par le biais du contact avec une archive, on peut être saisi à un moment donné d'émotion, le discours et le message passeront d'autant mieux. Mais ce n'est pas une fin en soi, et c'est d'ailleurs pas toujours suffisant d'être ému pour pouvoir ensuite retenir la portée de tel ou tel événement.
transmettre aussi soi-même cette connaissance. Il y a un chiffre qui date d'une enquête de 2020 qui disait qu'un quart des élèves ne savaient pas ce que c'était la Shoah, n'arrivaient pas à vraiment le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'enseigne suffisamment? Est-ce qu'il y a suffisamment de cours autour? Je sais qu'il y a eu un moment où ça n'était plus au programme de terminale, avant que ça revienne au programme. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la manière dont c'est inscrit dans les programmes scolaires? Justement, je disais que par rapport à d'autres élèves de nos voisins européens, par exemple, nous avons cette chance en France d'avoir inscrit la Shoah dans les classes de CM2 en 3e et dorénavant au début de l'année de terminale. Alors il est certain que le temps imparti à cet enseignement est généralement très limité, que les professeurs dans des programmes très larges ont beaucoup d'autres choses à voir et que la question de l'impact que peut avoir cet enseignement sur les élèves est très tributaire de ce que fait le professeur ou la professeure dans ce domaine-là. Après, il est certain que quand on en parle, et j'avais eu l'occasion il y a quelques mois d'en parler directement avec mes collègues de l'inspection générale, l'idéal serait qu'il y ait plus de place, qu'il y ait plus de temps, qu'il y ait plus de possibilités d'aller sur les lieux de mémoire. Je sais qu'aujourd'hui, c'est des choses qui se font de plus en plus. Néanmoins, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'importance de cette période est telle qu'il faut envisager que dans les années à venir, cet enseignement soit maintenu, ne soit pas dilué ou ne se transforme pas simplement en option. On a cette chance, il faut continuer à se battre pour qu'elle perdure. Avec quand même ce que Yanis Roder, qu'on reçoit assez souvent sur ce plateau, explique, c'est qu'il y a quand même une difficulté à l'enseigner. Pourquoi c'est difficile d'enseigner ça? Qu'est-ce qui peut se passer en classe? Alors il y a plusieurs éléments qui peuvent survenir. D'une part, je le disais, c'est des événements qui pour nous sont relativement récents, mais pour les jeunes gens de 15-16 ans, voire peu moins, paraissent très, très lointains. Il y a le brouillage important d'autres mémoires. Le conflit des mémoires existe. Il y a un certain nombre d'élèves qui préfèrent ou qui préféreraient qu'on mette en avant tel ou tel épisode mémoriel ou tel épisode historique. Alors, ce qui est important de le rappeler, c'est que à chaque chose son moment, et que si on prend l'exemple des mémoires des guerres de décolonisation, par exemple, ou d'autres conflits traumatiques pour l'histoire du XXe siècle, généralement, ils sont enseignés à l'échelle des programmes du secondaire. Qu'ensuite, il peut y avoir également un problème de formation des enseignants. Et là-dessus, le mémorial de la Shoah, où Yanis travaille, je connais bien Yanis, fait un travail considérable et on continue sur le terrain à essayer de former les enseignants. Puis un troisième élément qui est également très important, c'est la nuisance des réseaux sociaux et de certains propos qui y circulent, qui fait que pour un élève qui va prendre le temps de lire 2 chapitres de la nouvelle histoire de la Shoah ou de suivre sérieusement un cours d'histoire sur le sujet, il y en a peut-être 10, 50 ou 100 qui vont suivre une vidéo de tel ou tel propagandiste négationniste qui va tenir un discours complètement contraire. Donc la question de la pertinence de notre propos dans les salles de classe aujourd'hui est posée. Je sais que tous les collègues qui s'emparent sérieusement de la question sont confrontés à un moment ou à un autre à des difficultés, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces difficultés ne sont pas majoritaires et qu'un enseignant bien formé, bien préparé, qui sait de quoi il parle, doit pouvoir les surmonter. On y reviendra sur cette question des réseaux sociaux qui est prégnante dans ce devoir de mémoire. Avant ça, Lisette Jovignon, vous le disiez, vous avez eu l'occasion de beaucoup témoigner face à des publics scolaires, face à d'autres types de publics. Qu'est-ce qui vous marque dans les questions qu'il y a? Qu'est-ce qui ressort en général comme interrogation quand vous parlez avec ces publics-là? On me demande effectivement comment s'est passé le jour où vous avez été arrêté, comment ça s'est le Veldiv, comment c'était. Alors là, je suis obligé de reconnaître que ma mémoire est défaillante. On pose des questions, comment vous avez su ce qui est arrivé à vos parents ou à votre sœur. Voilà les questions souvent qui me sont posées. À ce propos, je voulais indiquer une chose intéressante, c'est que dans cette transmission, j'ai pu assister à un bel événement. J'ai tardivement fait les démarches nécessaires pour que la famille Dupont, qui m'a accueilli, obtienne la médaille des Justes. Et à cette occasion, les élus des Deux-Sèvres, les élus des Deux-Sèvres où j'ai été accueilli, se sont bien entendus pour organiser des choses intéressantes. Monsieur et Madame Dupont, les anciens qui m'ont accueilli, étaient morts, hélas. Donc, une première cérémonie a eu lieu dans la commune où se trouve leur tombe. Tous les élèves de l'école communale sont venus accompagnés de leur maîtresse. Les enfants avaient appris une superbe poésie qu'ils se sont partagés
et dans des conditions vraiment extraordinaires. Et cette cérémonie a été suivie ensuite, 6 mois après, d'une deuxième cérémonie dans la commune où j'ai vécu, et où on a retrouvé les élèves des écoles qui sont également venus, qui ont également posé des questions et qui maintenant peuvent passer en entrant dans les deux, dans un espace sportif, dans l'une, dans un stade, dans l'autre, passe devant la stèle à la mémoire de la famille Dupont. Et là, vraiment, les enfants ont été extrêmement impliqués dans ces deux cérémonies qui ont eu lieu. Voilà. Non, c'est intéressant de montrer et comment voilà ça... la transmission, elle est importante, elle est vivante. Donc ça vienne des enfants et que ça vienne des professeurs qui impliquent des groupes classes. Et dans ces cas-là, les groupes classes entretiennent cette mémoire et la transmettent généralement dans leur famille ou dans leur entourage. Ça, c'est important. C'est ça cette idée, c'est que quand on reçoit, quand on voit un témoignage, derrière, c'est un effet, j'ai envie de parler de capillarité. Moi, j'avais envie de dire un virus, mais un virus positif qui se transmet, où on va parler de ce qu'on a entendu, de ce qui nous a marqué, puis petit à petit, ça va se faire. C'est ça aussi. Il y a le voyage. Dans les deux cas, le déplacement sur un lieu de mémoire de la Shoah en particulier, que ce soit à Drancy, que ce soit au Cercil, à Pétivier, Beaune-la-Rolande, que ce soit plus lointain à Auschwitz, on se rend compte que des familles qui généralement ou souvent ne connaissent pas du tout cette histoire et qui acceptent que leurs enfants partent, sont ensuite imprégnés de ce que racontent les enfants, partiellement même. Voilà. Et on peut imaginer, c'est pour ça que c'est ô combien important, que ça puisse toucher un nombre beaucoup plus vaste de populations que celles seulement ces populations qui suivent les cours, quoi. Et ça, c'est une démarche qui, je pense, on n'a pas de retour, parce qu'il est difficile de faire un sondage ou de faire une évaluation, mais qui permet quand même à cette histoire et à cette mémoire d'être toujours pérennisée et de continuer à s'entretenir dans des milieux où, par essence, elle n'aura peut-être pas vocation à se diffuser. À partir de quel âge et comment on peut commencer à aborder toutes ces questions-là, puisqu'on a beaucoup de parents qui nous regardent aussi et qui se le demandent, qu'est-ce qui est bien de faire et à quel âge on peut commencer à en parler? En fait, je pense qu'à partir de 9-10 ans, dans le cadre de l'école primaire, je le disais, pour les classes de CM2, je sais que le Mémorial de la Shoah avait développé longuement ce qu'on appelle le grenier de Sarah, qui permet de travailler avec des tout petits ou des assez petits ces questions traumatiques, donc en évitant les choses les plus terribles, mais en ne tombant pas non plus dans le piège de vouloir ne pas dire les choses, quoi. Voilà, donc je pense que dès la fin d'année de primaire, il est tout à fait possible de travailler sur des supports, le journal d'Anne Frank, de travailler sur quelques témoignages qui existent, de travailler sur quelques images d'archives pour parler de la stigmatisation, l'étoile jaune, ce qui peut arriver après à ces populations qui ont déjà été fortement marginalisées. Puis ensuite, il y a un cap qu'on peut franchir avec des élèves de collège en les accompagnant sur des lieux de mémoire en France qui permettent de rencontrer des témoins, des survivants. Et puis quand on atteint le lycée, je pense que là, on peut engager, c'est ce que préconise d'ailleurs l'éducation nationale, des déplacements plus poussés, plus pointus, sur des lieux plus compliqués à gérer, comme celui d'Auschwitz. Mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Avant 9-10 ans, on a quand même beaucoup de mal à concevoir ce genre de réalité, même s'il se peut que dans les familles, on en parle à des enfants qui seront plus petits. Mais d'une manière plus générale, je pense qu'un adolescent de 14-15 ans est certainement celui qui commence vraiment le mieux à concevoir le monde dans lequel il évolue. Mais la semaine dernière, j'intervenais devant une classe de jeunes enfants mais qui sont qualifiés de surdoués, dont les plus jeunes avaient 11-12 ans. Et je suis intervenu avec eux en répondant à leurs questions, mais de façon très détendue. Et on peut avoir des enfants de 14-15 ans qui sont absolument pas prêts à entendre des choses qu'un gamin de 10-11 ans peut entendre. Donc, mais je pense qu'avant 10 ans, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, je crois également. Ouais. Mais les enfants à chaque fois que j'interviens auprès d'une classe de CM2, puisque je suis la maîtresse, chaque année elle a de nouveaux élèves, mais elle me demande chaque année de la suivre. Donc chaque année je vois les mêmes réactions. Et je pense aux questions aussi. Comment vous avez su? Comment ça s'est passé? Parce que j'ai pu avoir par exemple une lettre de ma mère dans des conditions dont on se demande comment elles se sont passées réellement. J'ai une lettre, la lettre de mon jeune cousin. Comment on a obtenu tout ça? Ce sont des preuves qui sont matérielles, absolument, c'est tangible là. Vous parliez des réactions qui sont un peu les mêmes sur ce public de CM2, comment ils réagissent? La curiosité. La curiosité, voilà, ce genre de questions, comment vous avez su, comment vous avez fait, et puis pendant la guerre, comment vous avez pu aller là-bas, voilà.
En octobre dernier, vous êtes partis, je crois, tous les deux à Auschwitz. C'était dans quel cadre? C'était pour vous une première fois? Comment ça s'est passé? Alors, je rêvais depuis longtemps, je voulais depuis longtemps aller à Auschwitz. Et puis, cette rencontre que j'ai eu la chance de faire avec d'abord Pauline Paccard à France 24, qui le jour même m'a fait connaître Monsieur Bande. Et à partir de là, tout ça s'est enchaîné. Et donc, Monsieur Bande avait entendu mon vœu. Et dès qu'il a pu organiser un voyage, il m'a demandé si je préférais le faire seul ou avec d'autres personnes. J'ai dit que je préférais d'autres personnes. Et il a choisi de nous faire partir avec une famille, un ami, où le climat familial a été tellement bienveillant, tellement enrobant que j'ai pu faire ce voyage dans les conditions les moins traumatisantes. Et en plus, nous y avons passé 3 jours, ce qui a permis de s'acclimater, de penser. Ça n'a pas été le voyage, on part le matin, on rentre le soir. Et puis, nous avons pu faire cette visite. Monsieur Bond nous a fait visiter Birkenau le matin. C'est pas l'ordre normal des visites, ce qui nous a permis d'être presque seuls, de pouvoir traverser ce camp en long, en large, de s'imprégner de tout ce qu'on pouvait ressentir en allant sur les traces, en voyant les bâtiments qui restaient, les installations qui restaient. Et puis, l'après-midi, on est allé à Auschwitz, où là, le climat est tout à fait différent. On se trouve devant des bâtiments, le bâtiment, un étage, 2 étages, avec ce dont on avait entendu parler, ce bâtiment où il y a les vitrines avec les cheveux, le bâtiment où il y a les vitrines avec les chaussures, le bâtiment... Mais ça a un autre caractère. Ce bâtiment aussi où j'ai vu des grands registres de ceux qui sont passés par là et où j'ai pu retrouver des noms des miens. Voilà, ça a été une dure journée. Et après avoir vu une ville, Cracovie, où on a du mal à imaginer ce qui a pu se passer dans cette ville qui est magnifique, il faut bien le dire, y compris la partie de Cracovie qui est la ville juive, qui n'est pas un ghetto, qui était une nouvelle ville. Et là, on voit la distance qui sépare ces 2 mondes, les camps qu'on a vus et la ville qu'on voyait. Mais je reste très, très imprégné par cette visite, très marquée. La vie malgré tout, à côté de l'horreur, la vie malgré tout. Eh oui. Qu'est-ce qui doit être fait dans les années à venir pour continuer à partager ces témoignages qui sont forts de ces survivants? On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux qui peuvent être source de mésinformation, de conspirationnisme. Ces réseaux sociaux, ils peuvent aussi être un bras armé pour permettre de continuer à propager cette mémoire. Tout à fait. Je pense qu'il faut savoir se servir des outils dont les jeunes aujourd'hui sont friands. Continuer à travailler sur les témoignages qui ont été enregistrés. La Fondation Spielberg, le Mémoire de la Shoah, Lisette a été enregistrée il y a quelques temps par le Mémoire de la Shoah, justement, Mme Jovigno. Il y a des sources numériques nombreuses, visuelles, audiovisuelles. Il y a des écrits d'historiens, il y a des moments de commémoration. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut tenter de faire, je n'ai pas de recette miracle, mais pour que cette histoire ne s'oublie pas, d'abord, c'est de veiller à ce que jamais, je dis bien jamais, ou le plus tard possible, ne soient mises en place des politiques qui viseraient à nier cette mémoire. N'oublions pas que la mémoire n'est pas gravée dans le marbre et que la mémoire est tributaire, surtout au niveau national, des évolutions d'un État. Et on le voit bien dans certains pays du monde, la mémoire peut évoluer en fonction de ce qu'on y dit et ce qu'on y raconte. Donc en France, nous ne sommes pas préservés a priori de ce genre d'évolution, soyons-en sûrs. Mais au-delà de ça, les outils dont on dispose maintenant sont nombreux et il est certain que se doter de moyens qui permettraient d'aller
prendre pied à pied. J'ai des collègues à son Conspiracy Watch, par exemple, qui font un travail remarquable, Rudi Reichstadt, que vous connaissez certainement, qui fait un travail remarquable là-dessus, c'est-à-dire décortiquer les arguments conspirationnistes, se servir des réseaux sociaux pour donner des contre-informations, et souhaiter que, c'est le but de l'école et c'est le but de la formation de la jeunesse qu'on fréquente toute notre vie en tant qu'enseignant, c'est de rendre ces enfants susceptibles de devenir des citoyens de demain, capables de raison, et espérer que la raison l'emportera sur les discours les plus fous, les plus violents et les plus pernicieux. Lisette Jovigneux, j'ai envie de vous donner le mot de la fin. Comment vous concluez en général quand vous êtes face à des publics scolaires? Qu'est-ce que vous dites à la fin et qu'est-ce que vous pourriez dire pour conclure cet échange? Je dis simplement qu'il ne faut pas oublier cette histoire, puisque les enfants aujourd'hui ont, j'ose pas dire cette chance, c'est tout de même ça de participer en quelque sorte à un événement qui les dépasse de loin, mais qu'ils peuvent sentir parce que dans leur famille, par les amis, par les connaissances, ils peuvent avoir l'image de quelque chose qui a existé et qu'ils peuvent toucher du doigt. Donc ils peuvent y croire et ils peuvent en parler. Et ben voilà, y croire, en parler, transmettre et ne jamais oublier. Merci infiniment Lisette Jovigneux, Alexandre Bande d'avoir été avec nous. Je rappelle Alexandre Bande, ce livre que vous avez dirigé, Nouvelle histoire de la Shoah aux éditions Passé Composé. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite du Grand JT de l'éducation. Merci à tous les deux. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. On est de retour dans le Grand JT de l'éducation et vous le savez, tous les jours on vous présente les bons points que l'on desserve à des initiatives qui nous font plaisir et qu'on a envie de mettre en avant. Aujourd'hui on va parler du casse-tête de l'orientation scolaire. Depuis quelques jours, Parcoursup a ouvert aux grandes dames parfois des jeunes qui ne savent pas quoi faire et des parents qui ne savent pas comment les accompagner. Mais l'orientation scolaire, ça se travaille plutôt dès le collège et même au lycée, évidemment, et parfois même en primaire, il faut se poser des questions. Et justement, nous avons le plaisir de recevoir la plateforme Youpika Job, spécialiste de l'accompagnement sur mesure à l'orientation scolaire. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Laurie Monet. Bonjour. Bonjour. Et puis nous sommes également avec Stéphane Saladin. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de cette thématique épineuse de l'orientation scolaire. D'abord, racontez-moi un petit peu, Laurie, votre rencontre à tous les deux pour monter Youpika Job. Ça s'est passé sur le banc de vos enfants? Oui, sur le banc de l'école. Enfin, nous, on s'est rencontrés par nos enfants, donc il y a 5-6 ans déjà. Voilà, et avec Stéphane, on s'est retrouvés ensuite. Enfin, Stéphane est un passionné de technologie, moi de pédagogie. Et on a décidé de mettre ça en commun au service d'une ambition commune, voilà, d'aider les jeunes, d'accompagner les jeunes dans leur orientation. Alors c'est quoi, Stéphane, Youpika Job? Qu'est-ce que c'est concrètement? Youpika Job, c'est effectivement la réunion de deux entrepreneurs, la technologie d'un côté, la pédagogie de l'autre, et on a voulu créer une plateforme qui puisse accompagner du début à la fin les jeunes dans leur parcours d'orientation. On a créé une plateforme qui est balisée, qui permet d'accompagner, d'inscrire les élèves dans des parcours dans lesquels on les accompagne sur la thématique générale de l'orientation. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est important de commencer très tôt, en fait, l'orientation. On a tendance à s'y prendre au dernier moment, au moment où on doit faire ses choix en troisième. Est-ce que je vais faire une filière technique, une filière générale ? Quand est-ce que je vais choisir ma future formation? Mais avant ça, il faut mieux se connaître. D'abord, identifier des métiers. Et c'est quand même important de dire qu'il y a
50% des jeunes qui, au moment de formuler leurs vœux dans Parcoursup, Ne savent pas ce qu'ils vont faire. ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et ne connaissent même pas les filières, quoi. Et pas que les filières, les métiers. Nous, notre mission, c'est ça, c'est vraiment d'accompagner un maximum de collégiens et de lycéens dans leur choix d'orientation, mais afin de les projeter dans un métier. Donc on va au-delà de la formation. L'idée, c'est de pouvoir découvrir des métiers, mais de manière personnalisée. Donc tous nos parcours, effectivement, ils sont balisés. Il y a plein d'étapes, des rencontres avec un UPI coach, un référent chez nous. Mais surtout, nos parcours, ils finissent par la rencontre de professionnels. Pour qu'en fait, les jeunes ils puissent concrétiser leurs envies et finalement confirmer leur choix ou se dire, OK, en fait, c'est pas pour moi et je vais pouvoir voir d'autres choses. Voilà. Parce que c'est quoi le point de départ, le constat initial du lancement de votre plateforme? C'est qu'il y avait une trop grande décorrélation entre le monde de l'école et le monde professionnel? C'est ça. Stéphane et moi, on vient du monde de l'entreprise au départ. Et quand on a voulu se pencher sur comment aider les jeunes, on a vu très vite qu'en fait, il y avait ce nœud de l'orientation. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de passerelle. Alors, il y a des initiatives, mais il n'y a pas de passerelle professionnelle qui permette cette rencontre du monde professionnel et du monde scolaire pour faire ce choix d'orientation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau collectif, d'information. L'ONICEP fait un énorme travail de mise à disposition d'informations. Mais encore faut-il que les jeunes aillent chercher cette information. Et puissent la trier et la personnaliser. Voilà. Le parcours, ça sert à ça, en fait. C'est d'aider le jeune à ouvrir le champ des possibles et à trier au milieu de toute cette information par rapport à son profil, ses envies, voilà, et ensuite de pouvoir le concrétiser avec des rencontres de professionnels. Il y a un concept de sociologie des médias que j'aime beaucoup, c'est l'infobésité, le fait que dans le monde de l'information, on est parfois noyé sous toutes les infos. Parcoursup, c'est 21 000 formations pour plus de 600 000 élèves de terminale, 800 000 si on met ceux qui sont en réorientation. Comment vous faites pour ne pas être l'énième annuaire des métiers ? On n'est pas un annuaire d'ailleurs, on n'a pas du tout constitué un annuaire, on s'appuie sur l'information qui existe en fait. Nous, on n'a pas vocation à reconstituer les 21 000 formations, les 1600 métiers qui existent effectivement, et on a vocation à débroussailler tout ça, à mettre à disposition des élèves des outils qui permettent de filtrer et de s'intéresser d'abord à eux. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans quel domaine je me sens à l'aise? Et c'est ça qui est fondamental. Ensuite, c'est facile une fois qu'on sait ce qu'on veut faire. En fait, on va filtrer très vite et puis l'entonnoir va se réduire très facilement et très rapidement. Donc nous, on intervient bien avant avec les jeunes pour savoir qui ils sont, quels sont leurs talents cachés. Parce que finalement, les jeunes sont... On s'adresse à des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans, qui ne sont pas encore mûrs, qui ne se connaissent pas. Et donc, on les aide à mieux se connaître et à faire émerger chez eux des ambitions. Ce qui est important, c'est de projeter les jeunes dans un rêve, dans quelque chose qu'ils vont pouvoir réaliser. Et ensuite, le chemin s'ouvre. Et on a la chance de pouvoir côtoyer effectivement ces jeunes et de voir qu'au fur et à mesure de l'accompagnement, eh bien, en fait, ça s'éclaire, le sourire revient et l'angoisse de Parcoursup disparaît. Et c'est ça qui est important. Laurie Monet, oui, allez-y. Oui, en fait, on n'a pas précisé cet accompagnement. Pour nous, on est avant tout une entreprise à mission. On veut qu'il soit gratuit pour les familles. D'accord. C'était un point important, c'est qu'en fait, ça doit être accessible à tous. Ce problème, il concerne tous les jeunes aujourd'hui, l'orientation. Justement, je vous propose qu'on aille dans le concret pour bien comprendre. Je suis un élève, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller sur le site internet. À partir du moment où je rentre sur le site, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le collégien ou lycéen s'inscrit sur le site. Nous, on commence par lui faire un entretien qu'on peut dire de qualification, où on va pouvoir définir ses besoins, sa maturité dans son projet d'orientation. D'accord. Ça, c'est gratuit? Ouais. Mais tout est gratuit, en fait. Tout est gratuit, et après, en fait, il va rentrer dans un parcours, puisque nous, on a plein de parcours balisés, donc on va choisir le parcours le plus adapté à son profil, et il va rentrer dans un parcours. Et c'est des parcours qui vont être distingués. Il y a ceux qui savent déjà ce qu'ils ont envie de faire, c'est ça, et donc où ça va en être fait, fléché. on le rencontre rapidement, on fait le point avec lui, et on lui fait très rapidement rencontrer un professionnel du métier qui l'intéresse. Okay. Et après, il y a ceux qui ne savent pas, où là, on a tout un processus plus long de tests, d'échanges, de maturation avec lui de son projet, avant de l'accompagner pour rencontrer plusieurs professionnels. Et alors, qui paye dans l'histoire? C'est les professionnels? C'est ça notre modèle. Notre modèle, c'est que
c'est financé par des passeports orientation qui sont payés par nos partenaires privés et publics. D'accord. Voilà. On a déjà on a commencé en décembre. On a déjà eu suffisamment de partenariats pour accompagner une centaine de jeunes. Donc pour nous, ça valide et le besoin et le modèle. Donc c'est que nos partenaires privés, par exemple les entreprises, nous accompagnent aujourd'hui pour offrir ces accompagnements gratuits pour les familles. Et les professionnels, Stéphane Saladin, qui sont-ils? Comment ils s'inscrivent sur la plateforme? Est-ce que tout professionnel peut dire tiens, moi ça m'intéresse de pouvoir échanger avec un jeune, le faire venir sur mon lieu de travail? Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, on collecte effectivement, on répertorie ces professionnels à travers notre développement commercial, c'est-à-dire que les entreprises qui financent les passeports en orientation mettent à disposition leur réseau de salariés qui vont donner un petit peu de leur temps finalement pour parler aux jeunes et échanger avec eux. Les entreprises aiment ce principe que leurs salariés puissent communiquer avec les jeunes. Puisque ça fait partie de leur temps de travail, mais c'est important pour l'entreprise de rester au contact des jeunes qui seront demain leurs futurs consommateurs, leurs futurs salariés, et finalement de comprendre l'attente des jeunes également, côté entreprise ou côté public également. Laurie Monet, si votre initiative elle existe, c'est qu'au fond, l'État, l'école, les facs, tout cet écosystème-là ne sait plus orienter correctement les jeunes? Alors, non, c'est pas qu'on fait le travail à la place de l'État, c'est qu'en fait c'est complémentaire. L'État aujourd'hui et les régions ont fait un travail énorme de mise à disposition de toute l'information qui concerne l'orientation. Ils créent des maisons de l'orientation, il y a les CIO qui font des interventions dans les lycées. Par contre, souvent, ça reste à un niveau collectif. Nous, on veut aller au niveau individuel. On pense que l'orientation, c'est une réflexion individuelle. Et qui se passe aujourd'hui beaucoup dans les familles, qui d'ailleurs sont stressées, puisque c'est le premier interlocuteur du jeune. Nous, on veut soulager les familles et aider au niveau individuel. Donc pour nous, on est vraiment dans un service complémentaire à ce qui est fait aujourd'hui. Stéphane Saladin, en guise de conclusion, je le disais tout à l'heure, Parcoursup a ouvert depuis le 18 janvier, ça termine de mémoire début mars. Fin mars, quels conseils vous auriez envie de donner aux élèves de terminale qui sont en pleine angoisse, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire après le bac, ce qu'ils vont faire dans les 40, 50 prochaines années de leur vie? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? C'est d'essayer, c'est compliqué de conseiller quelqu'un chez lui tout seul, mais les premières questions à se poser, ce ne sont pas quelle formation je vais choisir, c'est qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'aimerais faire demain, qu'est-ce qui m'inspire. Et ce sont ces questions qui doivent être posées qui vont leur permettre un tout petit peu de mieux diriger leurs recherches et de mieux diriger leurs ambitions. Des questions qui sont difficiles à répondre quand on est tout seul, et c'est pour ça que Upika Job est là pour aider ce questionnement qui doit se faire en amont, effectivement. Mais il est encore temps, ils peuvent encore s'inscrire sur la plateforme. On accompagne des terminales. On accompagne des terminales, évidemment, et on essaie de répondre un peu dans l'urgence, effectivement, mais au maximum à leur angoisse. Et le simple fait de dialoguer dans un premier entretien, en général, permet de baisser la pression du jeune et de sa famille, qui est angoissée à sa place. Et ça fait déjà beaucoup de bien. Donc, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils s'inscrivent sur la plateforme et on les accueillera et on essaiera de faire ce qu'on peut. Et ben voilà, merci beaucoup Laurie Monet, Stéphane Saladin d'avoir été avec nous. Upika Job, c'est la plateforme 100% gratuite qui va permettre aux jeunes qui se posent des questions sur leur avenir d'avoir toutes les réponses. Merci à tous les deux d'être venus. Laurie, est-ce que vous donnez de l'argent de poche à vos enfants? Oui. Un petit peu, quelle somme? 3 € par semaine pour mon fils de 9 ans. Et ben voilà, et justement, on est allé interroger ces enfants sur leur rapport à l'argent et à l'argent de poche. C'est Regard d'enfant et c'est tout de suite dans le Grand JT de l'éducation. Je reçois de l'argent de poche à Noël, à mes anniversaires. J'ai 20 € par mois, mais tous mes achats sont remboursés, donc ça sert un peu à rien. Alors, mes parents ne m'en donnent pas toutes les semaines, mais si j'ai besoin de quelque chose, comme par exemple des livres, des poupées, ils me l'achètent. Les parents ils me donnent de l'argent par exemple pour faire les sorties ou aller me faire un ciné avec les amis. Ils me donnent 10 € et puis j'y vais. L'argent de poche, ça sert à acheter des choses, par exemple des livres.
Grâce à l'argent de poche, ça me permet de savoir combien les choses coûtent pour de vrai. C'est mon père, il fait un virement sur ma carte bleue tous les mois. Là, il y a l'anniversaire de mon frère qui va arriver. Si on me donne 100 €, j'achète un gros cadeau pour lui faire plaisir. J'ai de l'argent de poche depuis à peu près 2 ans. Je récupère des pièces et des billets que maman et papa ils me donnent pour que je mette ça dans ma tirelire, pour que j'économise et pour m'acheter un cadeau plus cher. Même si je sais pas si mes parents me laissent voyager seule, mais je le garderai pour voyager plus tard. Alors l'argent qu'on me donne, je le garde pour moi. Souvent, je le garde pour m'acheter un gros truc après. Ou alors, je l'utilise pour payer des trucs avec les amis dans les sorties, quand on fait des sorties, des trucs comme ça. Merci Agathe, merci les enfants. D'ailleurs que je suis un petit peu jaloux parce que j'avais pas autant d'argent de poche quand j'étais plus jeune. On rejoint pour la dernière fois de la semaine nos deux Miss, Malika Ménard qui reçoit pour le dernier jour toujours Chloé Morteau. On se retrouve juste après ça. L'école du futur pour toi, c'est quoi? Oula, l'école du futur. Alors, pour de vrai ou ce que j'imagine? Mais non, ton école rêvée. Parce que moi... Et après, pour de vrai. Ouais, parce que pour de vrai. Alors, mon école rêvée, ce serait quoi? Non, mais des activités, apprendre en s'amusant. Ça, j'aimerais bien, mais c'est un petit peu ce que fait mon fils, donc c'est pas mal. Mais apprendre en s'amusant, du verre. Je vois du verre, je sais pas pourquoi. Non, mais des plantes. En fait, je pense que j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de choses en pratique. Oui. Tu vois, c'est... un peu plus d'écologie aussi, alors. D'écologie, de t'apprendre des choses et que ce soit pratique quand tu apprends tout... tu sais, le système en SVT, on t'apprenait l'eau qui va... tout ce système-là. Bah, tu peux le faire vraiment, en fait, avec ta graine. Tu peux la planter en début d'année, la voir pousser tout au long de l'année et voir ce que ça donne à la fin de l'année. Qu'on comprenne davantage, en fait. Exactement. Et je pense que ça serait sympa. Ça, c'est ton école rêvée? Ça, c'est mon école rêvée. Et la réalité? En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. Ça va être digital. Et c'est en train de se passer. C'est déjà ça pour Mathis? Mathis, à 9 ans? C'est ça. Oui. Mathis, il ramène son ordinateur. Et il est sur ordinateur, tablette. Il est en train de faire des codes. Ils apprennent les codes à l'école aussi maintenant. Ah ouais, non mais... Ok. Voilà. Si t'as un problème avec ton ordinateur, t'appelles. Il va te gérer ça. Et moi, il me fait maman, mais vraiment, la connexion Internet, je suis bah quoi. Mais du coup, c'est vous qui devez acheter l'ordinateur? Tout le monde a le même? Alors, ça dépend, oui. Si la personne peut pas, si les parents n'ont pas les moyens, ça, j'allais dire. Ils offrent les ordinateurs. Mais effectivement, voilà, si tu as les moyens, tu ramènes ton ordinateur à l'école. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Donc l'école de demain, pour toi, c'est une école numérique et digitale? Ça, c'est l'école pratique. Et c'est comme mon école rêvée, c'est plus... Verte. Ouais, allez, c'est de la mon école. Ben, en tout cas, c'est tout bon pour nous, Chloé. C'est déjà la fin de l'émission. On te remercie d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Bah, avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci beaucoup Chloé et merci Malika. Tout de suite, le meilleur de School TV, c'est le Zap. Vous avez donc posé cette question, quelles sont les compétences du futur dont les entreprises tech ont besoin? Vous avez adressé cette question à un peu moins de 3000 décideurs du numérique, français, internationaux. Les réponses que vous avez obtenues sur la vision déjà de leurs besoins actuels, ce sont lesquelles? Alors, des réponses que je trouve pas très surprenantes en quelque sorte, parce que ce que disent ces dirigeants et les 2900 personnes qu'on a interrogées sont un peu partout dans le monde, puisqu'on a des clients un peu partout dans le monde. D'abord, qu'une de leurs principales peurs pour l'avenir, eh bien, c'est le manque de talent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les jeunes qui nous écoutent. Les métiers de la tech recrutent et on a besoin de ces talents. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, eh bien, dans ces talents, on va trouver effectivement une grande diversité, une grande palette de talents, mais en même temps plein de choses qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc là, on revient peut-être sur un sujet qu'on abordera, qui sont ce qu'on appelle les soft skills. Tout ce qui va permettre, en fin de compte, à des gens, en plus d'avoir une compétence technique, de pouvoir s'adapter à des métiers qui n'existent peut-être pas aujourd'hui et qui vont exister dans les années à venir. Supprimer le collège était une fausse bonne idée, Gustave? Pour moi, franchement, je ne comprends pas ce changement. Évidemment, peut-être moi, je préférerais de rester avec mes potes d'école primaire pour 8 ans, pourquoi pas. Mais franchement, je pense que ce changement, tout d'abord de l'école primaire, puis au collège, puis au lycée, ça aide beaucoup dans la vie adulte, professionnelle, où on doit faire beaucoup de changements, oui. C'est vrai
s'adapter au nouveau milieu professionnel, milieu scolaire. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et oui, je suis toujours en contact avec beaucoup des enseignants et des enseignantes de mon lycée. Ils m'ont dit qu'en effet, cette réforme, ou peut-être des formes, a introduit beaucoup du chaos dans le système. Donc moi, personnellement, je suis pas pour cette réforme. La notion d'humour pédagogique, en fait, elle est même datée. 1964, ai-je appris en vous lisant. Les Américains ont trouvé une date, capacité de l'éducateur à aborder les préoccupations de l'élève à partir d'une position de supériorité afin de les apaiser et de les rendre plus légères. Oui, j'ai révisé. Oui, je vois ça. J'ai appris votre dossier absolument par cœur. Moi-même, j'avais oublié cette date-là. Donc, mais c'est amusant de se dire quand même que ça peut vraiment être partie prenante du processus pédagogique et qu'on essaie de l'inscrire dedans. Oui, bien sûr. Ça a tout un tas de fonctions. Ça permet, par exemple, il y a un article dans le numéro, dans le dossier, qui évoque l'enseignement en SVT, sciences de la vie et de la terre, qui évoque cet océan de plastique, on l'appelle le continent de plastique, il a différents noms, et c'est un sujet assez angoissant à traiter, et l'enseignante qui fait l'article, qui d'ailleurs est une des coordinatrices du dossier, propose de dédramatiser au départ en utilisant des dessins de presse pour permettre quand même d'apporter un peu de légèreté dans un sujet qui n'en a pas tant que ça. Donc voilà, c'est tout à fait... C'est tout à fait utile pour ce genre de situation. Et puis ça permet aussi de construire des apprentissages et puis d'aborder le fait que l'humour n'est pas le même selon les disciplines. Vous reconnaissez les recruteurs que vous recevez, notamment chez Colibri Talent, mais pas que, Isabelle, dans le portrait robot ou les réponses qui ont été apportées à Equinix France et Régis Castagnier? Oui, je pense qu'on est effectivement extrêmement alignés, Régis et moi. Je vous rejoins complètement sur ce sujet de soft skills. Comment on va avoir la nécessité de s'adapter tout au long de la vie à des métiers qui changent, à des métiers qui n'existent pas encore. Les soft skills de savoir-être sont importants. La capacité d'apprendre à apprendre, notamment la curiosité, puisqu'il va falloir se reformer tout au long de la vie. La réalité aujourd'hui, c'est qu'une compétence technique a une durée de vie d'1 an, là où elle avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70. Donc ça veut dire que c'est fini le fait de se former uniquement 1 à 2 fois dans sa vie. On est vraiment dans une logique de formation continue. Et l'autre compétence qui me paraît importante, c'est la compétence de l'agilité du réseau. Si on veut être employable tout au long de sa vie, il y a aussi un sujet d'être capable de construire des liens avec des personnes à l'extérieur de son entreprise, au sein de son secteur, au sein de secteurs connexes, de façon justement à pouvoir faire des pivots de carrière en fonction des opportunités qui se présenteront. Quel est le poids, quel est l'impact de la religion justement dans les enseignements en Pologne ? Moi, personnellement, j'ai eu de la chance d'avoir des enseignants de la religion qui étaient un peu à l'esprit ouvert, je dirais. Mais je dirais que l'importance n'était pas vraiment si grande. Mais par exemple, moi, quand au lycée, j'ai décidé de quitter ce cours, je n'ai eu pas de problème avec ça, avec l'administration ou avec des parents. Mais je pense que les écoles font ce choix un peu difficile parce que parfois, les cours de la religion sont au milieu de la journée. Donc, si un étudiant, un élève décide de quitter ce cours, ils ont juste un créneau d'1 heure de temps libre au milieu de la journée. Donc, oui, je pense que parfois, ce programme est planifié dans une façon d'encourager aux élèves à intégrer ce cours particulier. Une histoire qui commence pas très bien, mais qui a une fin heureuse. Vous allez voir. Alors... Je préviens. Alors, en octobre dernier, un jeune homme de 18 ans en situation de handicap mental se rend, comme tous les jours, dans un institut médico-éducatif de Beauvais, où il habite, avec 7 autres adolescents. C'est un taxi qui les emmène tous les jours, le même chauffeur tous les jours, sauf que ce jour-là, le chauffeur s'arrête brusquement parce qu'il ne se sent pas bien. Il appelle les secours, mais il n'arrive pas à parler. Et en fait, il est en train de faire un infarctus. Il a donc passé le téléphone au jeune homme de 18 ans et il a été capable de guider les secours jusqu'à l'endroit où se trouvait le véhicule et le chauffeur de taxi a pu être sauvé grâce à cet appel. Alors ce jeune homme de 18 ans, il s'appelle Arnaud. Et le maire de sa ville, Beauvais, l'a récompensé pour cet acte héroïque il y a quelques jours en lui décernant la médaille de la ville. Regardez, le maire écrit, donc il a posté sur Instagram, et lors de cette remise de médaille, j'ai pu voir la fierté dans les yeux de ses proches et cela fait chaud au cœur. Cette fierté, nous la partageons. Encore un grand merci et bravo Arnaud. Est-ce qu'elle n'est pas belle cette histoire? Si, c'est une très belle histoire. Chapeau Arnaud. Quand c'est pour des histoires comme ça, vous avez le droit de ne pas être drôle. Je savais que c'est une autorisation spéciale. Merci beaucoup Emmanuel. Voilà pour le Zap, c'est la fin
fin de ce grand JT de l'éducation. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous nous retrouvez tous les jours, bien sûr, sur le canal 247 des Freebox et puis, évidemment, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Elisa Bernardo qui était avec nous, Saïd Mamou au son, Laure Audemont au make-up, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la préparation éditoriale. Passez un excellent week-end sur School TV et à la semaine prochaine.